David, okay. Bonjour. Bonjour, merci à vous de nous rejoindre aujourd'hui pour ce qui promet d'être un événement assez exceptionnel sur les élections américaines qui se sont tenues hier mais qui ne sont pas encore finies. Nous vous remercions évidemment de votre présence et avant tout, nous souhaiterions remercier nos partenaires sans qui cette conférence ne serait pas possible. Le Stade Palace, Securitas, la Banque cantonale de Fribourg, la Vaudoise Assurance, le Domaine de la Pierre Latine, le groupe Grisoni, Bali, le Royal Savoie Lausanne et BDO. Avant de commencer, comme sans doute vous l'avez vu, Webex n'est pas la plateforme la plus facile, donc je vais juste me permettre de vous montrer un petit écran partagé avec vous qui permettra, comme on dit en anglais, c'est du housekeeping rules, mais qui permettra certainement d'avoir un peu plus de précision. Donc vous voyez, il y a plusieurs possibilités pour vous en tant qu'intervenant, en tant que participant pour voir ce qu'il en est au niveau des vidéos. Donc, je vais partager avec vous ceci. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez là les options qui sont à vous. Il y a trois options qui sont le Active Speaker View. Il y a une option qui est évidemment la vue qui s'appelle le Floating View, dans lequel vous verrez tout part un petit peu dans tous les sens, mais chacun sans préférence. Il y a le Grid View et le Active Speaker and Thumbnail View. C'est cette dernière option que nous vous conseillons, non pas par excès de modestie, pour être franc avec vous de ma part, mais tout simplement parce qu'elle vous permettra d'avoir une plus grande et une meilleure continuité visuelle pendant le cours de l'événement. Par ailleurs, pour rappel, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions à John Rossant en utilisant la fonction chat, comme qui s'écrit comme un chat, sur la droite de votre écran, sélectionnons l'option d'écrire directement à John Rossant et à moi, qui s'appelle Host, H-O-S-T, et Panéliste. Alors, le déroulé de la conférence sera le suivant. Après une brève introduction que je ferai de John Rossant et des élections, M. Rossant prendra la parole pendant une vingtaine de minutes. Après cette intervention, John Rossant répondra directement à vos questions, que vous pouvez encore une fois lui poser en utilisant la fonction chat que nous avons évoquée il y a un instant. À la fin des questions-réponses, nous aurons un mot de conclusion. Donc, sans plus attendre, John Rossant a débuté sa carrière dans le journalisme après des études à la très prestigieuse University of Wisconsin à Madison, qui est considérée comme l'une des universités les plus pointues en sciences politiques aux États-Unis. Il a ensuite continué ses études à l'université américaine du Caire. Après avoir occupé des positions de management au sein de Business Week, dirigeant notamment les rédactions en Europe, Afrique et Moyen-Orient, John Rossant est devenu président de Publicis Live, s'occupant ainsi d'organiser certains des événements les plus prestigieux de la planète, notamment Davos ou encore le sommet EG8. Depuis plusieurs années, John Rossant préside la New Cities Foundation, dont il est d'ailleurs le fondateur, et qui est la principale organisation non gouvernementale en matière d'urbanisation. Il est aussi le président de Commotion, le principal think tank international dans les domaines de mobilité et de transport. Avant de passer la parole à John Rossant, je vais vous donner quelques informations sur les élections qui sont tenues hier. Plutôt, on devrait dire terminées, car le vote a commencé il y a plusieurs semaines, mais le décompte est bien loin d'être fini. Bien qu'en Suisse, voter avant les élections est monnaie courante, ce n'est pas la même chose aux États-Unis. Pour vous donner un exemple, en 1992, 7% des voix, soit 7,3 millions de votes, ont été enregistrés avant les élections. Cette année aux États-Unis, le chiffre est de 101,2 millions. Ça signifie qu'il y a plus de 51 millions d'électeurs de plus qu'en 2016 qui ont voté avant le jour du scrutin. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente 74% de la votation totale de 2016. Les chiffres sont encore en cours d'élaboration, mais selon toute vraisemblance, il y aurait au moins 160 millions de bulletins de vote, ce qui est un record. Évidemment, les États-Unis n'ont jamais eu autant de votants, mais en termes de taux de participation, ça fait 120 ans qu'il n'y a pas eu un tel taux. À titre de comparaison, en 2016, le taux de participation était de 53,5%, en 2012, 54,9% et en 2008, 57,1%. Clairement, l'enjeu de ces élections n'est pas passé inaperçu. Mais ces élections sont plus complexes qu'un simple vote pour élire le prochain président des États-Unis. En effet, l'intégralité de la Chambre basse, ce qu'on appelle en anglais la House of Representatives, qui est l'équivalent du Conseil national, a été renouvelée. Et le tiers de la Chambre haute, soit 35 sur 100 sénateurs, pas exactement le tiers comme vous l'aurez vu, mais tout simplement parce qu'il y a parfois des élections ad hoc,
sont renouvelés, sont en cours de renouvellement. Alors, le Sénat, pour vous donner une équivalence, correspond au Conseil des États. Alors, s'agissant du président des États-Unis, comme vous le savez, ce n'est pas un scrutin direct. Ce qui compte n'est pas le vote populaire, mais bien le vote des grands électeurs. J'imagine que vous êtes un peu perdu. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Ce système est également difficilement compréhensible pour la plupart de nos compatriotes américains, mais John Rossant va nous apporter son éclairage avisé. Sans plus attendre donc, John Rossant, merci de vous joindre à nous, après ce qui a dû être une des nuits les plus courtes. John, qu'est-ce qui s'est passé hier? Bon, qu'est-ce qui s'est passé hier? J'ai pas beaucoup dormi, c'est sûr. Donc, en effet, c'était une nuit assez exceptionnelle, jamais vue dans ma vie. Je crois qu'il y a plusieurs leçons à tirer quand même de ce qui s'est passé hier. D'abord, ce qui est sûr, c'est que les sondages ne sont pas fiables. Donc, tous les sondages, presque tous, ont donné une vision un peu différente, des résultats un peu différents de ce qu'on sait maintenant ce matin. Deuxième chose, malgré le fait que à ce stade, ça me semble probable que le vice-président Biden sera élu, et je viens de voir les nouvelles qui viennent de passer, que l'État de Maine va à Biden. C'est une bonne nouvelle pour lui. Mais pour les démocrates, c'est une déception. Je crois que les démocrates espéraient hier de gagner suffisamment de votes pour faire tourner le Sénat, ce qui est absolument essentiel. Le Sénat est aujourd'hui dans les mains, et depuis quelques années, dans les mains des républicains. Mais ça ne s'est pas passé. Donc, Mitch McConnell, le célèbre président du Sénat, le président républicain du Sénat, a été réélu. Lindsey Graham, l'autre grand sénateur, supporter du président Trump, a été réélu. Et voilà, donc c'était le Sénat, en toute probabilité, reste en main républicaine. Ça, c'est important parce que même si Joe Biden devient notre 46e président, il doit gérer le pays avec un Sénat en main républicain. Pas de chambre basse, toujours main démocrate, mais le Sénat est assez important. Donc, on a vu récemment, la semaine dernière, comment le Sénat républicain a pu faire passer le juge Barrett au Cour suprême. Et vraiment, au dernier moment, ça va laisser des problèmes dans le Sénat sûrement. Mais voilà, donc l'autre chose à retirer, c'est que, comme toujours, la race et le niveau d'éducation sont vraiment importants aux États-Unis, dans les États-Unis de 2020, aussi important que jamais. Une autre leçon, c'est sur les Hispaniques. Et les Hispaniques sont pas un bloc. Un des grands chocs d'hier, dans la votation d'hier, c'était le résultat de la ville de Miami, qui était grand fond de lecteurs dans la Floride. Et Hillary Clinton a largement gagné ça il y a 4 ans, malgré le fait que la Floride est passée aux républicains. Mais les Hispaniques de la Floride ne sont pas les Hispaniques plutôt d'origine mexicaine de l'Arizona, Nevada, la Californie, la côte ouest des États-Unis. Les Hispaniques de la Floride sont très nombreux, sont d'origine cubaine, avec des souvenirs assez négatifs du régime communiste, donc ils sont assez farouchement anticommunistes, ainsi que les Vénézuéliens-Américains de la Floride, qui ont voté très largement pour Trump. Voilà. C'est intéressant parce que sûrement, je crois que le président Trump,
probablement fait une erreur stratégique en se prononçant vers 2h, 2h30 du matin à Washington en disant qu'il faut absolument arrêter de compter les votes, qu'il a gagné sans aucune évidence. Je crois que ça devient un peu plus clair que Biden, en effet, aura ses 270 grands électeurs. Fin de journée, aujourd'hui, demain, dans 3 jours, je ne sais pas. Mais je crois que c'est plutôt Biden qui va gagner, à mon avis. Ça va être, il y aura des centaines d'avocats de tous les deux côtés. Donc, c'est une journée formidable pour la profession légale aux États-Unis. Donc, ils vont gagner une fortune. Mais voilà. Et écoute, les États-Unis, c'est une nation vraiment divisée en deux. Et ce qui est étonnant, à mon avis, que bon, le vote populaire, bon, on savait que ça serait pour Biden, mais on pensait jusqu'hier que ça serait pour Biden avec une marge un peu plus grande. Voilà, mon cher David. Et mon seul regret, c'est de ne pas être à stade aujourd'hui. Donc, John, vous avez évoqué les prises de parole de Joe Biden et de Donald Trump au milieu de la nuit. Il y a eu un contraste très fort que vous avez rapidement évoqué. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus et pourquoi c'est tellement l'intervention du président Trump fait couler énormément d'encre depuis ce matin? Oui, bon, c'était vraiment un contraste entre la déclaration de Biden quelques heures avant le président Trump. Biden était très, comment dirais-je, assez adulte. Donc il a dit, bon, il faut attendre, il faut être calme, du calme. Voilà, je crois que c'est plutôt bon pour notre camp, mais attendez-vous. Le président commençait à être un peu plus hystérique, à mon avis, excusez-moi la parole, mais il a dit que d'abord qu'il gagnait, mais sans avoir l'évidence qu'il gagnait. Et d'abord qu'il faut absolument arrêter de compter les votes, ce qui est absolument impossible. Donc, c'est quand même une démocratie et ceux qui ont voté soit par la poste, soit en personne, je crois qu'ils ont le droit que leur vote soit compté, soit respecté. Voilà, donc je crois que c'était assez, pas très modéré, hein, son petite élocution de 2h30 du matin. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites parce que il a dit qu'il fallait arrêter de compter les votes. Et après, beaucoup de ses collègues et de ses proches ont dit que c'est pas ce qu'il voulait dire, c'était arrêter de compter, que les votes, bien sûr, étaient déjà finis, que etc. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a régulièrement une certaine part de jeu sur les mots, et est-ce que vous pensez que ça a, dans ce contexte-ci, un réel impact, notamment au moment d'aller voter hier? Oui, mais oui, absolument, David, parce que le président Trump est connu pour son pratique de faire des dog whistles, donc des phrases assez ambiguës qui peuvent être interprétées d'une façon ou d'une autre. Donc, il peut nier ce matin, ou les républicains peuvent nier ce matin que le président a dit qu'il faut absolument pas plus compter les votes. Mais bon, c'est ce qu'il a dit, plus ou moins. Voilà. Alors, en mars 2016, vous aviez anticipé l'élection du président Trump, vous basant notamment, je crois, sur ce que Bill Clinton avait aussi relevé, pour être très franc, bien après vous, à savoir qu'il y avait beaucoup de votants qui se sentaient laissés pour compte dans une Amérique en pleine mutation, et surtout d'un point de vue économique. Qu'est-ce qui s'est passé hier dans ce groupe d'électeurs? Écoute, je crois que, bon, pas dans les villes, mais dans l'Amérique rouge, disons,
Donc, c'est conservateur. C'est plutôt les gens qui votent Trump, qui votent républicain, sont plutôt des blancs sans diplôme, donc, et des hommes, quoi. Des hommes blancs sans diplôme votent énormément pour les républicains, pour Trump. Voilà, donc c'est comme Mitterrand, François Mitterrand disait il y a des années, je me souviens de Jean-Marie Le Pen, qu'il a des faux réponses et des vrais problèmes. Et je crois que c'est plutôt un peu Trump. Donc, il a, comme il dit, ses bases d'électorat qui sont très excités, très passionnés pour lui. Et voilà, c'est un vrai, c'est 35-40% de l'électorat, mais c'est un vrai bloc. Et donc, il faut reconnaître ça. Même si sur le plan démographique, c'est une part de l'électorat, les hommes blancs sans diplôme, qui est en train de se diminuer. Donc, c'est toujours, c'est plutôt les hispaniques, les noirs qui deviennent, les asiatiques qui deviennent la nouvelle majorité des États-Unis. Alors, on a reçu pas mal de questions, notamment quelques-unes en avance. On va essayer de les regrouper. Donc, en attendant qu'on réussisse à les regrouper un petit peu, je vais vous poser une première question qui nous vient de Bruno, qui est à Paris, qui dit: si Biden est élu sur le soutien du Sénat, il devient de fait un président faible et inefficace. À quoi le monde en général, et l'Europe en particulier, doit-il s'attendre avec ce nouveau président? Oui. Ce qu'il faut retenir de Biden s'il devient président, c'est que c'est quelqu'un qui, comme on dit chez nous, qu'il aime travailler across the aisle. Donc, il travaille bien avec les républicains. C'est pas une personne, c'est pas un politicien très sectaire, très idéologue. Il est très centriste. C'est un peu la définition même d'une centriste. Donc, si quelqu'un peut vraiment travailler avec les républicains, je crois que c'est Biden plutôt. Donc, je suis soulagé par ça. Ça va être assez compliqué. Il faut voir quel est le climat, si ça va être apaisé un peu dans les semaines à venir. Ce que j'espère, bien sûr. L'impact, vous avez dit, sur la politique étrangère et pour l'Europe, d'une président Biden avec un Sénat républicain. Écoutez, la politique étrangère des États-Unis, c'est plutôt bipartisan de tradition. Donc, je crois que ça va rester comme ça. J'espère. Donc, autrement, ça va vraiment être assez compliqué. Bon, on peut parler de ça un peu plus tard, mais je crois qu'il y aura certainement un impact sur l'Europe, Moyen-Orient surtout. Donc, ce qu'on sait de Trump ces derniers 3 ans, 4 ans, c'est que c'est la façon dont il a retiré les États-Unis, par exemple, de l'accord avec les Iraniens, avec l'accord de Paris sur le climat. C'est la tendance de se méfier des institutions multilatérales qui ont été construites depuis la guerre, genre les Nations Unies, Organisation mondiale de santé, le corps international de justice, etc., etc. Donc, je crois que sous Biden, on va avoir un États-Unis un peu plus engagé avec nos alliés, notamment en Europe. Vous parliez du Moyen-Orient, et c'est bien puisque Samy, qui est à Lucerne, nous envoie une question qui demande si Biden gagne, quels sont les changements auxquels on peut s'attendre au Moyen-Orient à un moment de discussion, de paix assez unique entre Israël et beaucoup de ses voisins?
Oui, mais je crois qu'il faut absolument reconnaître que les choses positives de l'administration Trump en matière de politique étrangère, donc c'est les accords d'Abraham avec entre les Émirats, le Bahreïn, le Soudan et les Israéliens, très important quand même, assez différent des accords qui ont été passés il y a 20 ans, 30 ans avec les Égyptiens et les Jordaniens. On sent une vraie amitié presque entre les Émiriens et les Israéliens, par exemple. Et ça, c'est une bonne chose. C'est pas une mauvaise chose. Je crois quand même que pour les Saoudiens, notamment, et les Israéliens, il n'y aura pas une carte blanche des Américains pour le régime de Mohammed bin Salman à Riyad ou de Netanyahu en Israël. Donc, ça va se compliquer un peu quand même. Mais bon, ça fait des années qu'on sait gérer les relations américano-israéliennes, américano-saoudiennes. Il y avait juste 11 novembre, etc. Mais l'alliance entre les Saoudiens, les Américains, entre les Israéliens et les Américains sont quand même, ça date des années, sont très forts. Donc, je ne crois pas qu'il y aura une vraie mise en question de ces alliances. Alors, on a une question de André qui demande le monde a tendance à détester Trump à part certains hommes politiques. Qu'est-ce que ça veut dire pour ce qu'on appelle en anglais le soft power, la puissance faible, mais qui est le rayonnement des États-Unis, d'avoir une votation qui est encore pas claire? L'impact sur le soft power? Bon, je crois que ça, c'est un peu compliqué à dire. Je ne sais pas. Je n'oserais pas répondre à cette question parce que je crois que le soft power, quand même, est-ce que le brand États-Unis va être vraiment mis à l'épreuve dans les prochaines années? Je ne sais pas, à cause de ces élections. Si on peut régler ces élections assez vite dans les jours qui viennent sans avoir recours au Cour suprême, ça serait une bonne chose aussi pour le brand d'Amérique, pour le brand de la démocratie américaine, je crois. Ouais. Alors justement, on a plusieurs questions qui portent sur. Revenons un petit peu à une question initiale qui est qu'est-ce que ça veut dire pour les États-Unis? Ce système dans lequel il n'y a pas de continuité politique nécessairement entre les différentes administrations, dans lequel il y a une rupture assez forte entre la politique et surtout étrangère du président Obama et la politique étrangère du président Trump, et ce manque de continuité, dans les mots de l'amiral Blair, qui est l'ancien chef des services de renseignement américains, il disait c'est très traumatisant pour nos alliés qui ne comprennent pas exactement dans quelle direction on va et qui du coup nous approchent plus dans un état d'esprit de tractation. C'est-à-dire que c'est un échange entre deux parties et du coup on a totalement abandonné cet élément de soft power. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez vu au cours de ces dernières années, vous? Non, mais je crois que c'est évident que un président Biden cherchera de construire des alliances avec plus fortes avec nos alliés, surtout avec les Européens. Il y avait sous Trump une vraie rupture entre l'Europe et les États-Unis. C'est l'Iran, la Chine, la technologie. Il y a beaucoup de dossiers. Bon, ça va pas être un retour total en arrière, mais je crois que les excès de Trump et de la tendance de Trump de traiter tout comme une question de transaction, je crois qu'on aura fini avec ça sous Biden, c'est sûr. Hello? Oui, un instant.
Vous disiez ce que disait Trump à propos du président Trump à propos de la tractation entre les différentes personnes. Non, je crois que Trump est connu pour sa manière de traiter tous comme transactions. Donc, tous comme zero-sum game. Je ne sais pas comment dire ça en français. Mais bon, si je gagne, tu perds. Donc, normalement, avec nos alliés, surtout avec les Européens. Il devient. Alors, John est juste là. Je termine juste sur la Pennsylvanie. À 11 heures du matin, il n'avait compté que 50% des bulletins de vote qui étaient arrivés à l'avance, ce qui représente sur certaines de ces élections et certains de ces résultats. Donc, John, pardon, vous disiez. Pardon. Vous étiez sur l'esprit de l'approche plus de tractation du président Trump avec ses alliés. Oui, mais je crois que si Biden devient président, je crois que voilà, ça va être un retour au status quo ante avant Trump, donc c'est-à-dire on construit des alliances, on traite bien nos alliés. Voilà, et je crois que c'est important, surtout parce que on entre dans une vraie période d'une guerre froide avec les Chinois. Et je crois que c'est un autre aspect de la politique de Trump qui était assez positive, à mon avis, de traiter les Chinois plutôt comme des adversaires, qu'il faut pas, il faut vraiment changer un peu la façon dont on traite avec les Chinois. C'est absolument important que l'alliance entre l'Europe et l'Amérique tient pour ça, parce que c'est autrement, ça va être vraiment compliqué avec Pékin, je crois, dans les années à venir. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on a des questions un peu dans tous les sens. Donc, on va revenir sur certains de ces thèmes. Mais j'ai une question de Martine qui nous écrit de Gland. Et la question est la suivante. Plus de 6 milliards de dollars ont été dépensés dans la campagne. Plus de 300 millions pour juste l'élection sénatoriale en Caroline du Sud. Et pourtant, Biden n'a pas encore, entre parenthèses, gagné. Et Lindsey Graham a été réélu haut la main. Du coup, l'argent dépensé pour des campagnes publicitaires semble totalement inefficace et inutile. Le corona a eu un impact, même si la campagne de Trump a continué de faire du porte-à-porte. Est-ce une nouvelle réalité aux États-Unis? Il faut maintenant faire une campagne old school. Je crois que oui. Je crois qu'il faut faire des campagnes old school. Mais ce qui complique beaucoup les données, c'est ce qui s'est passé en 2010 aux États-Unis, à la Cour suprême. Et c'était le jugement Citizens United. Et qu'est-ce que c'était? C'est très important pour les Européens, je crois, de bien comprendre ça, parce que jusqu'en 2010, il y avait des vraies règles pour qu'une société, une corporation, une entité commerciale, jusqu'en 2010, ne pouvait pas donner l'argent aux candidats pour les campagnes électorales. Avec le jugement de Cour suprême Citizens United de 2010, c'est maintenant, il y a feu vert depuis 10 ans maintenant. Et c'est pourquoi les campagnes coûtent 6 milliards de dollars, ce qui est absolument aberrant. Et qu'un IBM ou un Facebook ou un Microsoft, etc., peut donner des centaines de millions de dollars aux candidats. Et ça a créé, je sais pas, ça a créé vraiment beaucoup de problèmes. S'il y a une chose qu'il faut régler, c'est de revisiter ce jugement de la Cour suprême de 2010. Si on veut avoir des élections plus ou moins normales dans l'avenir.
Donc, on a une autre question qui est de Xavier qui nous écrit de Lagos au Nigeria. Sans conteste, Trump a changé la politique des USA dans le monde. Quels sont les éléments du Trumpisme que Biden devra conserver dans sa politique s'il est élu, notamment, vous évoquiez un petit peu, relation vis-à-vis de la Chine et le recentrage de America First. Oui, voilà. Je crois que c'est l'Iran assez important, je crois. Est-ce que un président Biden va finir avec les sanctions contre le régime iranien? Je crois pas. Je crois qu'il faut maintenir une politique assez dure avec Téhéran. C'est absolument sûr, à mon avis. Donc, c'est un aspect positif de l'administration Trump qu'il faut conserver. Voilà, quoi d'autre? Je crois qu'un autre aspect, c'est la politique de l'immigration qui est important aux États-Unis. Et donc, je crois que ça va être un peu allégé. On a tout le dossier, comme vous savez, David, je crois, de Dreamers. Donc, c'était les enfants d'immigrants illégaux qui sont venus aux États-Unis en tant que très jeunes enfants, etc. Ils ne parlent qu'anglais, ils ne parlent plus, disons, espagnol. Je crois qu'il faut absolument régulariser leur situation en leur donnant la citoyenneté américaine. Ça, c'est important et je crois que ça va se passer. Voilà. Ça, c'est important. Est-ce qu'on va continuer à construire le mur sur notre frontière sud? Je ne sais pas. Mais je crois que ce n'est pas très important. Alors, pour revenir un petit peu à l'Europe, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'impact d'une présidence Biden sur l'économie européenne et j'en profite pour ajouter une question d'Héloïse qui était à Montreux, qui voudrait savoir, un peu plus technique, ce qui peut changer en matière de politique monétaire et fiscale sous une présidence Biden, notamment par rapport à l'indépendance de la Banque centrale. Bon. La Banque centrale est indépendante, malgré tout ce que disait Trump ces dernières années. Mais le Fed reste indépendant quand même, et heureusement. Je crois que ce qui va influencer les choses, c'est ni un président Biden ou un président Trump réélu, mais c'est le COVID. Et c'est le besoin d'un vrai programme de relance aux États-Unis comme ailleurs dans les autres pays industrialisés. Mais le COVID est déjà est là partout. Et c'est incroyable. Par exemple, hier, j'ai traversé le downtown de Los Angeles où j'habite. Et la moitié des banques et des restaurants, etc., étaient, comment on dit, boarded up, non? Oui, recouvert avec les planches en bois pour protéger les portes, etc. Oui, les émeutes, etc. L'autre moitié des restaurants et des magasins, etc., n'étaient pas parce qu'ils ont déjà fermé, ils ont déjà déposé le bilan. Donc, ça vous donne un peu une idée du climat économique aux États-Unis, dans les villes, comme en Europe d'ailleurs. Donc, c'est ce qui va influencer le Fed, c'est plutôt ça que le président, qu'il soit démocrate ou républicain. Voilà. Et donc, il y avait une politique monétaire assez loose, assez ouverte dans les prochaines 2-3 ans, sûr. Et donc, du coup, l'impact que vous voyez sur notamment les rapports commerciaux avec l'Europe, alors je sais que c'est assez tendu, alors peut-être que ça, c'est plus visible aux États-Unis que ça ne l'est de l'Europe, mais il y a eu souvent revenu en question en filigrane qui était la préférence émise par le président Trump et qui serait consacrée au Royaume-Uni après le Brexit. Et donc, cette espèce de fissure, si vous voulez, de l'Union
et de cette espèce de groupement européen d'intérêt. Et comment vous voyez l'évolution des choses, indépendamment de si c'est, alors plutôt en contrastant si c'est une réélection du président Trump ou une élection du président Biden? Bon, comme on sait très bien, Trump n'aime pas trop une Europe unie. Donc, il aime plutôt les Brexiteers au Royaume-Uni, il aime plutôt Orban en Hongrie, plutôt le Polonais. Voilà, donc une bloc européen, il n'aime pas trop. Donc ça va changer sous Biden forcément, s'il est élu. Je crois qu'on va cesser avec Biden de mettre des, comment dirais-je, taxes on and levies on imported products, comme faisait, comme il adore faire le président Trump. Donc, soit 20%, 30% sur les vins français ou sur les fromages, etc., pour faire pression. Je crois que ce comportement, cette mode de faire la politique étrangère, ça va. J'espère que ça serait une chose de passer. Alors, une autre question de Claude qui nous dit un sujet très sensible est la volonté de taxer les revenus européens des GAFAM en Europe. Monsieur Biden aura-t-il la même position que Monsieur Trump? C'est une très bonne question, vraiment une très bonne question, et je ne sais pas quoi dire, franchement, parce que je crois que c'est pas plutôt une question de si c'est un démocrate ou un républicain à la Maison-Blanche. Ça va au-delà de ça. Donc, et ce genre de tension existait déjà sous le président Obama il y a 4-5 ans, 4-5-6 ans. Alors, revenons un petit peu aux élections. Gilles, qui était Nancy, demande comment expliquer que Trump prenne autant de votes des minorités ethniques. Voilà une autre très bonne question. Bon, comme je crois que c'est plutôt limité aux hispaniques. Et plutôt aux hispaniques comme j'ai dit, de la Floride, de l'État de New York, etc., qui sont originaires de la Cuba ou de la Venezuela, qui sont très anticommunistes, très à droite. Et donc, voilà. Et les démocrates, peut-être, ont fait une erreur de ne pas suffisamment concentrer leurs efforts et leur outreach sur ces gens-là. Et à cause de ça, ils ont perdu la Floride, ce qui est, bon, s'ils avaient gagné la Floride hier, les démocrates, ça serait fini tout de suite. Mais voilà, ça c'est un choc. Je crois que c'était une des vraies leçons d'hier, que les Hispaniques ne sont pas un bloc, mais ils sont assez divisés. Les Noirs, les Afro-Américains, même s'il y a certaines minorités qui ont voté pour Trump, sont largement restent dans le camp démocrate. Alors, on a une question qui est liée à ça de Bertrand qui dit « Ne trouvez-vous pas que ce résultat très serré est un signe très positif pour la démocratie américaine ?» Oui et non. Je crois que si ça va être positif, si on saura surmonter les divisions et les arguments, les tensions dans les prochaines semaines et mois. Si un président Biden, s'il est élu, s'il travaille bien avec un Sénat républicain, c'est bien. Je crois que c'est important. On peut faire des choses d'une manière bipartisan aux États-Unis. Je ne sais pas si ça va être le cas, franchement. Alors,
Alors, on a pas mal de questions sur ce sujet-ci et je vais essayer de la garder très simple. Il y a, comme vous le savez, énormément d'armes à feu qui circulent aux États-Unis. Beaucoup sont détenues par peu de gens, mais pour autant, il y en a quand même plus qu'il n'y a d'habitants. Il y a une rhétorique qui est très très divisée et qui est très divisante depuis plusieurs années. Et donc, la question est la suivante. Avez-vous peur d'une sorte de guerre civile entre démocrates et républicains? Bon, guerre civile, non. J'espère pas. Non, ça serait le fin de la fin. Mais c'est inquiétant. Donc, c'est très inquiétant de voir ces bandes soit de supporters de Trump armés, soit plutôt des milices de l'autre côté, de Black Lives Matter, disons, avec des armes. C'est très inquiétant. Si on voit les statistiques, comme vous avez évoqué, David, cette année, il y avait les achats d'armes aux États-Unis ont doublé par rapport à l'année dernière. Doublé, c'est énorme. Donc, je sais pas. Il faut qu'on garde sang-froid ces jours-ci. Et c'est quand même la guerre civile aux États-Unis. C'était il y a 130 ans. C'est fini plutôt. Donc, non. Je crois que c'est plutôt une vraie tension entre les villes démocrates et les zones ruraux, etc., républicains. Et il y a un vrai clivage maintenant entre les villes et ce qui est entre les villes aux États-Unis. Ça, c'est le vrai clivage. Ouais. Revenons un petit peu à ça. Qu'est-ce qui se passe si donc là au mieux les résultats en Pennsylvanie peuvent arriver en fin de journée. Il reste quand même pas mal d'États très importants, le Michigan, la Géorgie, la Caroline du Nord. À quoi on peut s'attendre? Est-ce qu'on doit s'attendre à un résultat qui va arriver? Est-ce que c'est une question d'heure, une question de jour, ou est-ce que vraiment on peut repartir comme en 2000 et on peut repartir à la Cour suprême? J'espère que ça va. Bon, avant que ça va à la Cour suprême, il y a tous les cours des États en question, et ça va prendre des mois d'ailleurs, ou certainement des semaines. Mais voyons, si Biden gagne le Michigan, le Wisconsin, l'Arizona et le Nevada, qui paraît être sera le cas, c'est gagné. C'est gagné. Et donc, même si Trump gagne la Pennsylvanie avec ses vingtaine de grands électeurs, ça sera pas, même avec l'Alaska et le Georgie, etc., ça sera pas suffisant pour Trump. Donc, je crois que le seul espoir, c'est dans les mains d'avocats, mais je crois que c'est moins net, franchement, qu'en 2000 entre Bush et Gore, qui est allé au Cour suprême. C'était l'autre cas, et qui a été finalement, c'est Gore qui s'est retiré, et puis bon, il a accepté l'idée que Bush a gagné la Floride, et voilà. Mais je crois que les choses sont un peu plus nettes cette année. Si je vois les résultats, comme vous le voyez d'ailleurs. Donc, Michigan, Wisconsin, ça va vers les démocrates. Et Arizona aussi, qui est pas mal, parce qu'Arizona était toujours assez républicain. Alors, on a une question de Nicolas qui dit: Bonsoir, Monsieur Rossant. Ayant remarqué que vous travaillez dans l'avenir inclusif, sain et dynamique des villes, quel sera l'impact de la victoire de l'un ou de l'autre candidat sur la stratégie de développement durable et les smart cities des grandes mégalopoles nord-américaines mondiales? C'est une très bonne question, parce que ce qui est curieux et paradoxal d'ailleurs, c'est que le candidat qui est un peu perçu comme anti-ville et qui représente
les éleveurs, etc., les gens qui habitent, les petits blancs, disons, c'est plutôt new-yorkais. Quelqu'un de Queens, bon, plus new-yorkais que Trump, tu meurs. Et ce qui est curieux, Biden est plutôt quelqu'un du milieu rural, donc né dans la Pennsylvanie, élevé à Delaware, etc. C'est pas un homme d'une grande ville, mais maintenant, il incarne un peu les espoirs des villes. Ce qui est très important, et je reviens aux questions de COVID, ce qui s'est passé, c'est que la situation financière des villes aux États-Unis est juste désastreuse. Et donc, je crois que Biden sera sûrement plus attentif aux besoins des villes. C'est important. C'est là où habite une majorité des Américains. On ne peut pas laisser aller à New York ou à Boston ou à San Francisco. C'est absolument impensable. Trump, qui a la tendance de voir les choses plus en noir et blanc, il voit les villes comme ennemis. Ses ennemis, ce sont des démocrates, etc. Et donc, je crois que ça va, s'il continue comme président, des plans de sauvetage pour les villes sera beaucoup plus compliqué avec les républicains, sûrement. Mais voilà. Vous parliez de Covid. David French, le politologue conservateur, expliquait hier et disait que les chiffres sont tellement serrés que selon toute vraisemblance, sans Covid, ça aurait été un raz-de-marée pour Trump. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible, hein. C'est possible. C'est possible. Sûr que, écoutez, les démocrates avaient une seule plateforme politique, c'était de ne pas être Trump. C'était Biden, c'est le non-Trump. C'est les gens ont voté contre Trump, mais pas vraiment pour Biden. Il n'y a pas vraiment d'excitation pour ce personnage éternel de la scène politique américaine qui a 77 ans, presque 78 ans, qui est là depuis un demi-siècle à Washington. Mais bon, c'était une élection sur Trump. C'était un référendum sur Trump. C'est ça l'élection. Donc, je crois que probablement oui. Sans le COVID, si l'économie continuait à être pas mal, etc., c'est sûr, Trump aura un score un peu plus important que ce qu'il a maintenant. Alors, on a aussi pas mal de questions sur le système du Electoral College, ces grands électeurs qui fait tellement couler tellement d'encre. On l'a vu en 2016, Hillary Clinton a eu la seconde plus grosse marge de victoire en termes de vote direct et a pourtant perdu l'élection présidentielle assez sévèrement en termes de grands électeurs. Pour l'instant, Joe Biden mène par au moins le même chiffre que Hillary Clinton, et pour autant, ça reste très serré. Donc la question est, est-ce que les Américains n'ont pas envie de réformer leur système électoral? Bon, c'est une nécessité, mais c'est une impossibilité aussi. C'est vraiment presque impossible de réformer le système électoral parce qu'il faut des marges, des super majorités en Congrès pour le faire, pour changer la Constitution. Et donc, un des problèmes qu'on a aux États-Unis, c'est surtout au Sénat, c'est que une Californie, disons, avec 40 millions de personnes, c'est presque la France, a 2 sénateurs. C'est exactement le même poids que n'importe autre État, comme en Wyoming, avec 500 000 personnes. C'est même pas un quartier de Los Angeles. Ils ont aussi, 2 sénateurs, donc le même poids politique. C'est ça le vrai problème, je crois. Et c'est pour ça que
la carte des grands électeurs, ça représente aussi un peu ça, reflète un peu ça, cette inégalité. Mais très, très, très compliqué de changer ça, très compliqué. C'est ancré dans nos mœurs, dans la Constitution, etc. Et même si c'est un peu plus un sujet d'actualité, ça va être presque impossible de faire quelque chose, un vrai changement, à mon avis. Revenons à ce que vous disiez sur les États qui ont 2 sénateurs, par exemple, contrastons le New Hampshire avec la Californie ou le reste. Il y a un sujet qui revient de façon assez récurrente, qui est le manque de représentation dans une ville comme Washington DC. Alors, je dois vous avouer que j'habite ici et j'ai grandi ici, donc je suis très parti pris. Et ce qui fait que sur nos plaques d'immatriculation, il y a écrit Taxation without representation. Donc, on est imposé, mais on n'a aucune représentation. Il y a aussi, bien sûr, la même discussion à Porto Rico. Le président Trump est sorti il y a quelques mois en disant qu'il était hors de question que Washington DC et Porto Rico deviennent des États parce que ça mettrait plus de démocrates au Congrès, etc. Quelque part, on a l'impression qu'il y a vraiment, alors peut-être pas un système et de vitesse, mais il y a quelque part, il y a quelque chose qui marche pas. D'un côté, on entend des grands discours sur la démocratie et le reste, et de l'autre, on a l'impression que dès que c'est au désavantage de l'un ou d'un parti ou de l'autre, plus personne ne veut en parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une vraie question. Je crois que c'est assez aberrant que les gens de Washington, D.C., de capitale, de Porto Rico, n'ont pas des voix en Congrès. Ça, c'est vraiment pas très démocratique. C'est un sujet d'actualité, mais encore une fois, il faut une vraie majorité au Sénat pour changer ça. Je crois qu'une autre chose aussi, c'est diviser, par exemple, la Californie en deux. Donc, et ça, c'est quelque chose qui peut revenir à l'actualité dans les années à venir, qu'il n'y aura pas un seul État de Californie, mais une Californie du Nord avec San Francisco comme capitale, une Californie du Sud avec Los Angeles comme capitale, avec chacun 2 sénateurs. Et ça serait quand même un peu plus juste, à mon avis. Et je crois que c'est une décision plutôt pour les Californiens que pour le Sénat américain. Donc, est-ce que ça va se passer? Je ne sais pas. Alors, on a plusieurs questions liées à la santé. Je vais commencer avec une question un peu provocatrice, mais qui est liée à la santé quand même, qui nous vient de Michel, qui dit: si Joe Biden gagne, comme vous le préconisez, qu'est-ce qu'il se passera dans 6 mois s'il est déclaré en incapacité de gérer le pays dû à des problèmes d'ordre cognitif? Quelle de elles, vice-présidente, choisirait Kamala Harris pour la seconder? Donc, qu'est-ce qui se passe si Joe Biden, pour une raison ou pour une autre, n'est pas capable de continuer son mandat? Kamala Harris deviendrait la présidente. Et comment ça se passe au niveau de la vice-présidente et du reste? Ça sera à elle de choisir son vice-président dans ce cas-là. Et je crois que c'est la Constitution est assez précise sur qu'est-ce qui se passera dans une telle situation. Bon, j'ai pas de commentaires, mais je crois que normalement, on n'aura pas, par exemple, des nouvelles élections présidentielles. Donc, c'est Harris qui deviendra président et choisira son vice, et voilà. Donc, ça marche comme ça, notre système. Ok. Alors, toujours sur le domaine de santé, et pour être parfaitement équilibré, donc on a posé une question un peu provocatrice sur Joe Biden. Donc, j'en ai une autre pour vous sur Donald Trump qui vient de Pascal, qui dit: Donald Trump semble présenter des fragilités psychologiques. Est-ce un sujet discuté ouvertement? Y a-t-il des moyens juridiques pour contrer cette situation d'un président non équilibré? Bon, je ne me prononce pas sur la première partie de cette question. Je ne crois pas que c'est le cas, mais bon, il y a l'article 25 de la Constitution
qui préconise si un président est jugé sur le plan santé, mental, etc., pas capable d'être président, il y a quand même un processus pour le changer. Oui. Mais ça ne s'est jamais passé dans notre histoire, mais voilà, il y a toujours une première fois. Alors, restons sur les questions de santé. On a une question de Claude qui nous dit: nous voyons l'impact de la Covid dans le monde et aux US. Un programme healthcare va-t-il être réactivé? Donc, je pense que c'est, et au-delà de ça, je vais rajouter une petite question qui est, est revenu, notamment dans la confirmation de Amy Coney Barrett à la Cour suprême, beaucoup de questions très, très pointues sur le système de sécurité sociale aux États-Unis qu'on a surnommé le Obamacare. Pourquoi est-ce que c'est encore un enjeu 6 ans pratiquement, ou voire plus, après que ça ait été passé et passé plusieurs fois devant la Cour suprême d'ailleurs? On a combien d'heures devant nous pour discuter ça? Parce que c'est... Mais bon, écoute, je crois que ce soit avec Trump ou Biden, le système de santé américain va être revu, c'est sûr, a besoin d'être revu. Trump dit que les républicains ont un plan. On ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est le plan. C'est sûr que Biden et les démocrates sont beaucoup plus préparés, je crois, pour revenir à une sorte d'Obamacare plus. COVID nous a montré quand même la faiblesse de notre système aux États-Unis, où c'est aberrant. Quelqu'un va pour un petit test de COVID et puis il reçoit une facture de $5,000. Donc, c'est terrible quand même. Donc, ça doit être révisité, notre système sanitaire. Je crois pas qu'on peut être vraiment un pays industrialisé, le pays le plus riche de la planète sans un système sanitaire digne de son nom. Et oui, c'est un vrai problème. Et j'espère même un président Biden, même avec un Sénat républicain dans les prochaines années, il peut arriver à un accord là-dessus. Donc, il n'y a pas besoin que ça doit être forcément aussi problématique comme sujet. Il faut le faire. Il faut absolument le faire. Alors, on va passer à un peu d'autres sujets. J'ai une question qui nous vient de Pascal, qui est: la politisation à outrance des fonctions non politiques, en termes de nomination par exemple, a-t-elle un effet néfaste pour la démocratie américaine? Qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt oui, je suis d'accord. Donc, je crois qu'il y avait sous ces dernières 4 ans, une politisation des nominations par l'administration, notamment en ce qui concerne les juges, le choix des juges vraiment très conservateurs, et pas seulement au corps suprême, mais au corps, d'autres corps de l'État fédéral. Je ne sais pas, sous Biden, ça va être un peu plus équilibré, j'imagine. J'espère. Encore une fois, ça va être un retour au status quo ante. Alors, les États-Unis sont officiellement sortis ce matin des accords de Paris. Les États-Unis sont sortis du PPP, de cet agrément, de cet accord commercial entre l'Asie sur la zone Pacifique. Ça fait beaucoup de changements et beaucoup de sorties de la part des États-Unis, d'engagements pris et même certains ratifiés. Évidemment, tout ça va avoir un énorme impact, surtout économique. Comment vous voyez l'évolution sur l'économie internationale? Alors encore une fois, ça peut être une continuation, ou plus exactement, de ce manque de continuité entre les différentes administrations. Je crois que c'est évident qu'avec un président Biden,
encore une fois, même avec un Sénat qui reste républicain, ça va être un retour à davantage de multilatéralisme par rapport à l'unilatéralisme de l'administration Trump. C'est sûr. Donc, je crois que c'est une bonne chose. L'autre chose, c'est que est-ce qu'on voit une sorte de retour à la globalisation comme une sorte d'idéologie pour la planète? Trump a essayé de changer ça, de changer un peu le cap sur ça. Biden est il est connu aux États-Unis, en Europe, il est connu en Asie. Ça va être sûrement un retour à une politique beaucoup plus multilatérale pour les États-Unis. Et ça serait une bonne chose, à mon avis. Alors, en restant sur l'Asie, il y a bien sûr un sujet qui est très important aux États-Unis, qui gagne d'importance franchement au fil des semaines, qui est la relation avec la Chine. Et ça s'inscrit évidemment dans l'élément de la balance commerciale entre les deux pays. Traditionnellement, jusqu'à présent, les États-Unis ont toujours été l'économie la plus grosse et la plus solide et la plus forte et la plus robuste et tous les qualificatifs qu'on peut imaginer. La Chine, depuis maintenant une quinzaine, voire plus d'années, vraiment est devenue un moteur à lui-même économique. Comment vous voyez l'évolution de cette relation entre la Chine et les États-Unis? Alors, aussi bien de Biden ou Trump, mais comment vous voyez ça et quel est l'impact que ça peut avoir sur l'économie mondiale? Difficile à dire, franchement, David. Je crois que ça va être compliqué pour Biden de retourner en arrière vis-à-vis la politique américaine vers la Chine. Donc, une politique beaucoup plus tendre avec les Chinois, etc. Pour la raison, parce que les Chinois, eux, ont changé. Et la Chine sous le président Xi n'est pas la même Chine qu'avant. C'est une Chine beaucoup plus agressive, beaucoup plus présente, par exemple, au Moyen-Orient, dans la mer Indienne, dans la mer de Chine du Sud, etc. Donc, c'est une Chine complètement différente. Ce n'est pas seulement les Américains qui ont changé, mais c'est aussi les Chinois. Donc, c'est une relation avec beaucoup de dynamique, beaucoup de choses qui se passent en même fois. Biden, je crois, s'il est élu, c'est pas de plus évident qu'il va être beaucoup plus tendre avec les Chinois que Trump. Je crois que cette politique de dureté envers la Chine peut continuer. Et en fait, peut-être doit continuer. Mais s'il fait sa politique de dureté avec les Chinois, s'il est fait avec les Européens, ça va être beaucoup plus efficace, n'est-ce pas, que sans les Européens. Et en restant dans la région, il y a eu un énorme changement sous la présidence de Trump, qui était l'engagement avec la Corée du Nord, l'engagement avec des pays dans lesquels typiquement les États-Unis refusaient d'avoir quelque échange que ce soit, de quelque façon que ce soit. Vous pensez que ça peut rester, ça peut continuer sous Biden, cet engagement avec la Corée du Nord, ou est-ce que, et a fortiori, est-ce que il desserrera les taux sur la Corée du Nord et sur l'Iran? Est-ce qu'il risque de fermer un verrou et pas l'autre? Comment vous voyez la chose? Je ne sais pas, mais avec Corée du Nord, je sais pas, c'est un peu un outlier. Donc voilà, c'est un problème pour toutes les administrations. Voilà, donc Trump a essayé de changer la dynamique, il a échoué. Donc on a vu récemment que les Coréens du Nord ont montré leur fusil beaucoup plus grand que jamais. Mais bon, c'est plutôt...
une raison de plus qu'il faut gérer bien nos relations avec les Chinois. C'est à travers la Chine qu'on va gérer les Coréens du Nord, je crois. C'est quoi l'autre partie de la question, pardon? Sur l'Iran, donc sur les endroits où aujourd'hui c'est des vrais dossiers importants pour la politique américaine, la politique extérieure américaine. Oui, sous Biden, je crois qu'il y aura une politique un peu moins musclée vers l'Iran. Est-ce qu'on va retirer quelques sanctions? Peut-être pas. Je ne sais pas. Mais comme je disais avant, ça sera plus une sorte... on va plus donner la main libre à une carte blanche aux Saoudiens, par exemple, par rapport à l'Iran. Je crois que ça va être une relation un peu plus compliquée, etc. Mais dans le gros, je crois que ça ne va pas changer énormément. En restant sur les questions de politique extérieure, Robert envoie une question qui est: quelle sera la politique des US sous Biden concernant Israël et la Palestine? Vous avez évoqué tout à l'heure le lien proche traditionnel entre les États-Unis et Israël, mais spécifiquement dans le contexte des discussions des deux États entre Israël et la Palestine. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Je crois que ça va compliquer les choses pour Bibi Netanyahu si Biden sera réélu. Donc, il a tellement s'allié avec la droite américaine, la droiture américaine, avec Trump, etc. Il a ses propres problèmes en Israël. Donc, ce n'est pas une chose positive pour Bibi Netanyahu si Biden sera élu. Les Palestiniens, c'est un peu compliqué parce que ça va être presque impossible, je crois, dans les médias de retourner à la solution des États, two-state solution. Déjà, les Palestiniens sont tellement divisés entre le Gaza et le Ramallah, etc., le West Bank, le Cisjordanie. C'est compliqué, mais ça va continuer à être très problématique. Mais il y a aussi une dynamique dans la politique israélienne qu'il faut mieux comprendre. Quel sera l'après-Bibi? Ça, c'est assez important. Alors, on a le temps encore pour une poignée de questions, et je vais revenir avec une question qu'on vient de recevoir à l'instant de René, qui est liée à la Chine, qui est: mais si les USA doivent bien gérer leurs relations avec la Chine, que se passerait-il si la Chine continentale change radicalement sa position face à Taïwan? J'imagine que là, on parle de conflit avec Taïwan. Bon, ça serait une vraie crise. Et j'hésite à me prononcer quelle sera la réaction des Américains, parce que ça peut aussi déclencher une guerre généralisée. Et je ne vois pas franchement l'intérêt des Chinois d'attaquer directement le Taïwan. Ça serait une grande catastrophe si ça arrive, je crois. Alors, une question de Jean Daniel qui dit: en prenant votre hypothèse que Biden sera le futur président, comment voyez-vous les USA dans une année, socialement et économiquement? Ça va dépendre beaucoup de qu'est-ce qui se passe avec le Covid. Donc, est-ce que ça va intensifier dans la société américaine? Est-ce que les vaccins vont être un succès? Et quand les thérapeutiques, etc. Beaucoup de choses dépendent de ça. L'autre chose sur le plan politique, si on résout relativement vite la question de qui sera à la Maison-Blanche, mieux c'est. Plus long que ça dure et que ça devient une vraie
casus belli entre les villes et les zones rurales, entre les démocrates et les républicains, ça va être vraiment assez dangereux, je crois. Donc, il faut tout faire pour que ça... on sait vite qui sera notre prochain président. Alors, une question de François qui est à Fribourg demande si l'on doit s'attendre à des révélations d'intervention russe ou chinoise dans les élections et le poids que ça pourrait avoir dans les semaines à venir. Non, je sais pas, mais je crois pas que c'était un très grand facteur cette fois-ci. Comme en 2016, j'ai l'impression qu'on était un peu mieux préparé cette fois-ci. C'est vrai que les Russes, les Chinois, un peu les Iraniens ont essayé, mais bon. Quel sera le vrai impact de ça? C'est très difficile à dire. La dernière question est de Martine qui est à Lausanne, qui voudrait savoir l'étendue des pouvoirs du président Trump jusqu'à la passation de pouvoir s'il perd. Parce que c'est une anomalie un peu du système américain où le passage du pouvoir n'est pas immédiat. Mais même si Biden est déclaré le gagnant demain ou ce soir, Trump est président jusqu'au mi-janvier, n'est-ce pas? Je ne sais pas, jusque-là, dans l'histoire des États-Unis, les présidents sortants, canards boiteux, disons, se sont comportés plutôt bien, ils n'ont pas déclenché de guerre, etc. Il faut espérer que ça sera le cas cette fois-ci aussi. Très bien, mais écoutez, John Rossant, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous apporter votre éclairage. Comme beaucoup de nos spectateurs, j'ai pris énormément de notes sur le tour d'horizon que vous nous avez offert et je retiens plusieurs choses. D'abord, une vraie question se pose pour le futur des États-Unis. Le système électoral actuel est-il encore défendable? Vous avez justement noté que le Parti républicain, tout à l'heure, on en parlait, alors en fait, on en parlait tout à l'heure, mais n'a pas remporté le vote populaire depuis 1988, ce qui ne l'a pourtant pas empêché d'avoir le contrôle de l'exécutif pendant la moitié de ces 32 dernières années, ainsi que le contrôle du Sénat pendant plus de la moitié et de la Chambre des représentants pendant plus de 25 ans. Donc, il y a là une vraie question qui se pose pour le futur des États-Unis, mais comme vous nous avez dit, c'est un système extraordinairement compliqué et qui aura vraisemblablement peu de chances de changer à court terme. Ensuite, j'ai noté qu'il y a une question filigrane. Est-ce qu'il y a encore vraiment deux partis aux États-Unis ou est-ce que nous avons assisté à une espèce d'implosion de ces systèmes pendant la campagne? La troisième chose, je vois que la période à venir s'annonce extraordinairement complexe, avec un président qui a pour l'instant contesté les résultats en disant qu'il avait gagné et que ça ne servait à plus rien de voter. Personne ne veut voir ça. Pour autant, il est fort probable ou possible que, comme vous disiez tout à l'heure, les semaines à venir fassent les beaux jours des avocats américains. Enfin, si l'élection de Joe Biden se confirme et si le Sénat indépendamment devient rouge ou bleu, enfin reste rouge ou devient bleu, donc rouge serait bien sûr républicain, bleu démocrate, nous devrions nous attendre à une Amérique très différente qui projettera une image aussi bien en interne qu'en externe en différence de celle du président Trump ainsi que du président Obama. Autrement dit, ça sera un peu le Joe time. Pour finir, John, je voudrais vous poser une question. Vous nous avez éclairé, vous nous avez annoncé 8 mois avant les élections que le président Trump allait gagner. Donc ma question est la suivante. Dans 2 ans, il y a les midterms, des élections partielles, où l'intégralité de la Chambre basse sera nouvellée, ainsi que le tiers du Sénat. Alors, je ne demande pas votre pronostic, John. Ma question est la suivante. Est-ce que dans 2 ans, on peut compter sur vous pour nous apporter votre éclairage à nouveau? Ah, bien sûr. J'espère que ça va être in person. Absolument. Écoutez, avant de terminer, permettez-moi de vous remercier en notre nom à tous de votre présence à cet événement rendu possible grâce au généreux soutien de partenaires, le Gstaad Palace, Securitas, la Banque cantonale de Fribourg, la Vaudoise Assurance, le domaine de la Pierre Latine, le groupe Grisoni, Bali, le Royal Savoie Lausanne et BDO. Et sur ce, merci infiniment. On va terminer avec quelques secondes d'avance par souci de ponctualité. Et merci et bonsoir. Au revoir.